Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Une conférence vidéo pour plancher sur la sécurité dans la sous-région. Les ministres de la Défense de la CEDEAO se concertent. Les réflexions portent sur un plan d'action mis en route récemment. Coronavirus et son impact sur la réserve agricole du pays. Une mission d'État est en tournée dans les régions pour mettre en place une banque de denrées. Nous prendrons tout à l'heure la direction de Koundara dans le nord du pays. À suivre aussi le financement de certains programmes industriels dans le pays. L'ONUDI puise dans ses réserves. L'institution débloque 21 millions de dollars pour ces projets. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, mais tout d'abord, ces deux décrets. Le premier portant création du fonds de garantie des prêts aux entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1, création. Article 1er. Il est créé un fonds de garantie des prêts aux entreprises, en abrégé FGPESA, en République de Guinée. Chapitre 2, tutelle, article 4, le FGPESA est sous la tutelle technique de la primature et sous la tutelle financière du ministère de l'économie et des finances. Et on en vient aux ressources et emplois. Article 17, les emplois du fonds de garantie des prêts aux entreprises sont constitués par les garanties octroyées aux banques, établissements financiers, institutions de microfinance et aux autorités des marchés publics afin de faciliter l'accès au financement des entreprises et aux marchés, les dépenses de fonctionnement. Chapitre 5, dispositions diverses et finales. Article 22, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 29 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret portant création du fonds d'appui au groupement d'intérêt économique GIE et aux entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1, création, article 1er. Il est institué un fonds d'appui au groupement d'intérêt économique GIE et aux entreprises. Le fonds d'appui est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Industrie et des PME et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Ce qui nous amène aux dispositions diverses et finales. Article 13, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée-Conakry le 29 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. Une séance plénière à l'Assemblée nationale. Cette séance plénière porte sur l'établissement d'un chronogramme de travail. Dans les prochains jours, les députés doivent adopter plusieurs textes de loi, notamment le code électoral. Le point avec François Lama. La plénière de ce vendredi a débuté par des informations d'intérêt parlementaire à l'attention des députés pour une meilleure exécution des activités de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté à l'unanimité le premier chronogramme pour le compte de la session ordinaire 2020. Dans ce chronogramme figure une convention relative à la construction des écoles professionnelles dans les 8 régions du pays, un projet de loi portant code électoral en République de Guinée et 3 projets de loi organique soumis à l'examen et à l'adoption des députés. Nous avons le temps nécessaire pour les étudier, nous avons le temps nécessaire pour les discussions, les amendements et autres. Donc si un chronogramme est élaboré dans ce sens-là, nous n'avons aucune raison de rejeter. Parmi ces documents, celui qui nous concerne, c'est un projet des accords de crédit pour la construction des écoles techniques dans les 8 régions administratives. Le programme qui a été mis sur le chronogramme nous a enchantés parce que nous devons effectivement travailler et c'est le travail qu'on a mis dans le chronogramme. Donc c'est pourquoi on a voté. Ce chronogramme prendra fin le 18 juin prochain. Cette conférence vidéo des ministres de la Défense de la sous-région. Au menu des entretiens, le renforcement de la sécurité dans l'espace CEDEAO. Il s'agit de la première réunion d'un comité mis en place récemment et qui a mandat jusqu'en 2024. Le ministre d'État, ministre de la Défense de Guinée, a pris part à cette rencontre. Adjudant Omar Kamara de la presse militaire.
La lutte contre le terrorisme est une préoccupation pour les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour éradiquer ce phénomène, le ministre guinéen de la Défense avec ses homologues ont procédé à travers une vision-conférence à l'ouverture de la session inaugurale du comité de pilotage du plan d'action 2020-2024 pour endiguer le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Ça a été une occasion pour nous d'échanger et d'exprimer les préoccupations de nos différents pays en ce qui concerne le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans les pays membres de la CEDEAO. Au cours de cette vision-conférence, il était question d'approuver un fonds de financement du plan invitant les États membres à verser des contributions volontaires pour l'année 2020. Sur ce, les ressources doivent être versées en temps opportun afin d'accélérer la mise en œuvre du plan et de proposer un mécanisme de mobilisation des ressources pour la période 2020-2024. Déjà, il y a l'IMOA qui a promis 500 millions de dollars. Les pays qui ne sont pas membres de l'IMOA doivent aussi contribuer à la hauteur de leurs moyens pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes décidés à lutter contre vraiment ce fléau qui est devenu une préoccupation de tous les pays aujourd'hui. L'objectif poursuivi à travers ce plan d'activité est d'endiguer rapidement la multiplication et l'expansion des attaques terroristes. Ceci contribuera à crédibiliser le fort engagement des chefs d'État et de gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. L'actualité nationale encore, ces camions bloqués au niveau des barrages en partance pour l'intérieur du pays. Il faut d'abord passer par un centre de dépistage au kilomètre 36. Le processus est jugé lent par les transporteurs. Ce matin, le ministre de la Sécurité était sur le terrain. Commandant Morikaba, correspondant de la police nationale. La Guinée, dans son offensive contre la Covid-19, entend vite stopper la chaîne de contamination. Les autorités ont mis Conakry en quarantaine. Pour y sortir ou entrer, des règles sont à respecter. C'est le cas des transporteurs de marchandises qui doivent obligatoirement passer leur test de dépistage au centre du camp Kwame Nkrumah au kilomètre 36. Une fois ils sont là-bas au niveau de la rentrée du camp, je leur demande d'abord de laver la main. Une fois qu'ils lavent la main, ils viennent ici. L'étape 2, c'est de se faire enrouler sur notre fiche d'enregistrement. On donne la fiche à un informaticien qui est là, qui nous crée le code DHE. C'est-à-dire c'est ce qui permet déjà de conduire son échantillon jusqu'à ce que ça soit traité et jusqu'à ce que les résultats sortent. Je viens faire mon test ici, je veux voyager, mais les résultats tardent à sortir. Et au niveau des barrages, il faut montrer ces résultats. Comment se déroule le dépistage sur le terrain? Les mesures barrières sont-elles respectées? Pourquoi des embouteillages dans les barrages? Voilà entre autres préoccupations que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile tente de répondre en arrivant ici. C'est à cet endroit que se font les tests pour ceux qui veulent sortir de Conakry afin de s'assurer qu'ils ne sont pas positifs au Covid-19 et leur permettre de partir ou les prendre en charge. Donc il fallait venir voir comment se déroule ce processus pour comprendre un peu toutes les étapes avant d'arriver au barrage et éventuellement de sortir de Conakry, parce qu'il y a de l'encombrement sur ces deux axes pour sortir de Conakry. Le chef de l'État a été alerté que ça crée de la tension, que ça crée de l'encombrement, et il nous a instruit de prendre toutes les mesures pour permettre un désengorgement. Donc la première chose, c'est de comprendre le processus et ensuite adopter des mesures qui vont permettre d'éviter que les gens arrivent jusqu'au barrage sans avoir leurs résultats et donc créer encore un engorgement. Donc déjà comprendre comment ça se passe ici et voir comment remonter les informations sur la manière de renforcer leur capacité d'analyse des échantillons et ensuite voir au niveau de Conakry même à certains endroits comment sensibiliser et contrôler les chauffeurs avant qu'ils arrivent à proximité des barrages et leur dire écoutez, si vous n'êtes pas en règle, si vous n'avez pas votre test, si vous n'avez pas votre papier, ce n'est pas la peine de continuer et d'aller créer un embouteillage là-bas. Par cette visite de terrain, Damantan Albert Camara affiche l'engagement du gouvernement guinéen à bouter le coronavirus hors de nos frontières. Pour y arriver, ce centre verra bientôt sa capacité opérationnelle améliorée. Sécurité toujours, mais alimentaire cette fois-ci. Une mission du ministère de l'Agriculture sillonne les grands bassins de production du pays. L'objectif est d'activer un plan de riposte rapide à une éventuelle pénurie de denrées de grande consommation.
Le poids de la crise commence à se faire sentir et les autorités du secteur agricole veulent prendre des mesures préventives. Reportage grand format, Fodé Camara. Avant les grandes pluies du mois de juin, dans une chaleur caniculaire de plus de 42 degrés à l'ombre, la mission multidisciplinaire du ministère de l'Agriculture est sous les traces du potentiel en terre agricole de Koundara. Un potentiel estimé à plus de 30 000 hectares. L'une des prestigieuses illustrations de ce patrimoine inexploité est la plaine d'Alkémé de 2000 hectares. Aujourd'hui, pour contribuer à valoriser les terres arables du Badiar, Mamadou Bobo Diallo, le président de la Chambre nationale d'agriculture, investit depuis 2 ans dans cette plaine pour le plus grand bonheur des acteurs du développement rural. Monsieur le Président de la Chambre nationale d'agriculture, je vais nommer Monsieur Bobo Denke. Il est venu, il a visité et il a promis qu'il va mettre en valeur cette plaine. J'avoue, pour les années qu'il a eu à évoluer, hormis les paysans, même nous techniciens, nous avons trouvé notre compte. Les paysans sont pris en compte au point de vue salaire pendant les 5 mois de pluie, avec aussi avec l'alimentation qui suit. Donc tous ceux qui sont riverains, quand Bobo est là, c'est vraiment de salut pour eux. Sans compter aussi qu'ils apprennent quelque chose auprès des services agricoles, parce que l'épandage d'engrais, les travaux de pulvérisation des produits phytosanitaires, tout ça là, c'est des choses qu'ils captent et qu'ils vont utiliser dans leur propre champ. Grâce à Bobo, les 2 ans là, il est en train d'acheter les produits au niveau des paysans. Donc ça encourage les paysans de cultiver beaucoup. La feuille de route de cette mission de supervision agricole est d'évaluer les effets du coronavirus, mais aussi faire l'état des lieux des domaines et des équipements agricoles pour baliser les interventions du gouvernement. Comme vous le savez, l'État veut prendre, dans le domaine agricole, l'État veut prendre les taureaux par les cornes pour éviter les difficultés futures. Et pour cela, il faut revenir sur le terrain, remonter les informations pour lui permettre de prendre des dispositions pour éviter une crise alimentaire à notre pays. Et nous pouvons dire que dans l'ensemble, la mission s'est très bien passée. Nous remontons avec des données dont nous avons insisté pour la qualité, la fiabilité de ces données, qui permettront au cadre, dans la synthèse jusqu'aux décideurs, de faire un travail qui puisse remonter encore et nous aider à éviter cette crise dont nous avons vraiment peur. La production de la plaine d'Alkémé va bientôt se retrouver dans les entrailles de la rizerie de Denquin, dans la région de Boké. Aujourd'hui, grâce au dynamisme du secteur privé et au programme prioritaire d'appui du secteur rural, 5 rizeries sont disponibles dans les grands bassins de production du pays. Je crois que cette initiative, c'est une invitation en fait à l'ensemble des opérateurs économiques guinéens et à l'ensemble des cadres guinéens pour s'intéresser à ce domaine qui est un domaine porteur de croissance et de développement. D'une capacité de 120 tonnes de riz net par jour, cette première rizerie du pays va aider les autorités à répondre au double enjeu de nourrir les populations à court terme et de constituer à moyen terme une réserve alimentaire pour faire face aux éventuels effets du coronavirus. Aujourd'hui, les pays exportateurs du riz deviennent de plus en plus les plus grands consommateurs au monde. Les pays exportateurs sont en train de reconstituer leur stock de sécurité. Et ils ne sont pas à risque parce qu'ils ont des stocks de sécurité. Ce sont ces stocks qu'ils sont en train d'utiliser. Donc ça veut dire leur récolte de cette année. Et leurs États vont les racheter pour reconstituer leur stock de sécurité. Donc c'est l'année prochaine que moi j'aurai des inquiétudes si la production n'est pas énorme. Donc, mais pour l'année là, je crois qu'on pourra se débrouiller jusqu'à la fin de l'année. On ne va pas mourir de faim. On est là-dessus. Heureusement, à l'intérieur, il n'y a pas assez de malades pour le moment. Beaucoup ont réussi à emblaver quand même. Donc c'est pour cela que j'ai dit, moi je n'ai pas trop peur pour nous pour cette année. Je n'ai pas trop peur. Ici, dans la rizerie de Denquin, depuis 2 mois,
Pour préparer les stocks de sécurité, le riz est collecté, décortiqué, étuvé, poli et blanchi, avec une phase de passage au laser pour plus d'homogénéité. Pour la campagne agricole 2020-2021, sous l'instruction du président de la République, l'enjeu stratégique est de booster la production locale pour satisfaire les demandes sans cesse croissantes des populations. Et puis 21 millions de dollars, c'est le montant que l'ONUDI va débloquer pour financer certains programmes industriels. L'enveloppe couvre la période 2020-2023. Plusieurs de ces projets permettront de créer de nouveaux emplois. C'est ce que nous explique notre reporter Mamadi Gassama qui a assisté à la signature de ce projet. La Guinée rentre de plein pied dans l'atteinte de ses objectifs de développement inclusif durable. Au plan industriel, le pays amorce l'élan du cycle 2020-2023. Par l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONIDI, un accord de 21 millions de dollars est obtenu. C'est un programme qui s'adapte aux priorités du Plan national de développement économique et social, à la deuxième phase du PN2S et à l'assistance socio-économique liée au Covid-19. Actuellement, alors, nous avons des initiatives qui portent sur le développement des chaînes de valeur de l'ananas. Nous avons des initiatives qui portent sur le développement des activités productives vertes et en même temps de facto créer des emplois verts. Donc, la valorisation des déchets, par exemple, la chaîne des déchets. Et nous avons des programmes qui couvrent le développement des énergies renouvelables. Le programme s'inscrit dans la diversification de l'économie guinéenne, une stratégie élaborée à la base par les départements sectoriels du pays. Parmi les secteurs concernés, il y a entre autres l'agro-industrie, la compétitivité industrielle des entreprises, l'emploi des jeunes et des femmes ou encore la production durable. C'est un accord stratégique qui comporte 5 points déterminants pour la diversification de notre économie et un projet intégré d'industrialisation qui tient compte des dimensions économiques, sociales et environnementales. Au niveau du ministère, c'est un accord qui va aider à la mobilisation et à la coordination des partenariats pour servir de levier et de levain à notre action industrielle. Il faut saluer en cela la volonté politique très marquée et déterminée du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et de tout son gouvernement, qui est une bonne nouvelle pour le secteur industriel, dont la mise en œuvre des politiques et des réformes sera facilitée par les composantes de cet accord et le financement auquel il permettra d'accéder. Dans le montant global de l'accord, 7 millions de dollars sont déjà mobilisés. Le soutien des efforts de partenariat du ministère est aussi pris en compte. Le projet est assorti de la 3e décennie de développement industriel de l'Afrique. L'Observatoire national de la jeunesse a désormais un siège. Cette structure a son centre des opérations à Almamia dans la commune de Kaloum. L'Observatoire a pour rôle, entre autres, de collecter des informations sur les besoins réels des jeunes afin d'aider les pouvoirs publics à orienter les solutions. Kawel Kamara. Voici l'immeuble qui abrite désormais le nouveau siège de l'Observatoire national de la jeunesse. Il est situé au quartier Almamia à Kaloum, non loin de la Sotelgui. L'Observatoire national de la jeunesse est une plateforme digitale qui a pour mission principale de suivre de manière dynamique l'évolution des phénomènes liés aux différentes catégories de jeunes. Ici, toutes les questions concernant les jeunes seront débattues. À travers cette plateforme, le gouvernement et ses partenaires vont mieux cerner la situation des jeunes du pays. C'est un siège justement qui permettra à cette structure importante de travailler dans les meilleures conditions en faveur de la jeunesse guinéenne. Vous savez que la jeunesse guinéenne est une priorité pour le chef de l'État et pour son Premier ministre, Dr Kassory Fofana. Tous les bureaux de l'Observatoire national de la jeunesse sont équipés d'outils informatiques pour permettre au personnel de collecter, traiter et diffuser toutes les informations liées à la situation de la jeunesse à travers la fourniture de données fiables
à partir des enquêtes et des sondages menés sur les jeunes. C'est un service qui s'occupe de collecter les informations statistiques pour les mettre à la disposition de l'État et des partenaires en vue de bien planifier les activités et de décider de très bonnes choses pour les jeunes Guinéens. L'Observatoire national de la jeunesse est un établissement public créé en 2018. Il va résoudre toute la problématique de la jeunesse. Comment rentabiliser la pisciculture familiale? La question fait l'objet d'échanges virtuels entre tous les acteurs impliqués dans le projet. Un projet financé par la Russie et le Japon. Pour le moment, 2 régions sont concernées, la Haute-Guinée et le Fouta-Djallon. Ansouman Toumani Kamara. Avec la maladie à coronavirus, les nouvelles technologies sont de plus en plus sollicitées dans l'exécution des projets de développement. En lieu et place des rencontres ordinaires, le télétravail est aujourd'hui très sollicité. Ici, en image, des acteurs liés à la promotion d'un projet de développement d'étangs piscicoles à l'intérieur du pays. Au total, plus de 35 sites seront aménagés en Haute et Moyenne Guinée et touchera plus de 20 000 personnes. Le gouvernement et la NAG ont parfaitement mesuré les potentialités de la pêche continentale, qui est principalement pratiquée dans la région de la Haute-Guinée, avec une capacité de près de 13 500 tonnes par an, et qui pourrait connaître un développement remarquable en Moyenne-Guinée, au vu des innombrables atouts insuffisamment valorisés qu'elle recèle. C'est ainsi que la NAG, à travers son partenariat avec le PNUD, a décidé d'aménager ces 35 sites piscicoles. Le projet sera financé par le Japon et la Fédération de Russie à hauteur de 3 millions d'euros. À terme, un objectif de 20 000 tonnes de poissons sur les marchés locaux est projeté. La pisciculture a été inscrite par le gouvernement comme une priorité stratégique de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également contre la pauvreté. Cette vision correspond au pilier 2 du PNDES et s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du développement durable. Avec la poursuite du développement de la pêche continentale dans l'arrière-pays, la Guinée et ses partenaires sont engagés à lutter contre l'insécurité alimentaire malgré le handicap du coronavirus qui affecte toute la production mondiale. Administration du territoire, la mission humanitaire poursuit son périple dans le pays profond. Ce soir, on s'intéresse à l'étape de la forêt. Plusieurs bâtiments touchés par des pluies violentes vont être reconstruits. Les sinistrés bénéficient d'un accompagnement de l'État. Mohamed Lamine Kamara. En cette période de grande pluie, des sinistres sont souvent enregistrés dans le pays profond. En Guinée forestière, le dernier cas en date remonte au 4 mai 2020. Plusieurs localités des préfectures de Guékédou, de Macenta et des Zérekouré ont été frappées de plein fouet par de fortes tornades. Le bilan fait 2 morts et des dégâts matériels indénombrables. En guise d'assistance et de compassion aux victimes, la mission du ministère de l'administration du territoire est ici à Zao, un des districts de la sous-préfecture de Yalézou, préfecture des Zérekouré. Nous vivons cette année une pandémie qui a bouleversé tout dans notre planète. Et au regard de ça, les localités victimes de catastrophes se retrouvent dans une vulnérabilité extrême. Alors nous avons été commis par l'État guinéen d'apporter de l'aide afin que ces familles, ces communautés puissent résister au choc provoqué par les catastrophes. Je suis très content de remercier non seulement le président Alpha Condé, et je suis vraiment très heureux de remercier tout le gouvernement guinéen parce que vraiment ils nous ont assistés au moment de nos difficultés. Ils ont parvenu à prouver que vraiment ils sont avec nous. L'étape précédente de la mission, les centres-villes de Guékédou et de Macenta. Dans ces magasins, des tonnes de riz, des cartons d'huile et de savon accompagnés d'enveloppes symboliques. La population de Guékédou est réellement satisfaite de l'appui qu'elle ne cesse de bénéficier de la part de l'autorité chaque fois qu'il y a un événement.
au nom de toutes les populations de Macenta, de toutes les autorités de Macenta, nous disons merci, non seulement à vous qui représentez, monsieur le ministre de l'administration, mais singulièrement au gouvernement. Et ce que je pourrais vous dire, on va travailler avec votre représentant qui est là, pour que ce que vous avez apporté, ça arrive à cette population sinistrée et qu'elle puisse en bénéficier. Les autorités locales à tous les niveaux ont salué et apprécié la promptitude de l'État guinéen pour cette assistance humanitaire à l'endroit des populations sinistrées. Avant de boucler cette édition, on revient sur ces deux décrets. Le premier portant création du fonds d'appui aux groupements d'intérêt économique GIE et aux entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1, création. Article 1er. Il est institué un fonds d'appui aux groupements d'intérêt économique et aux entreprises. Le fonds d'appui est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Industrie et des PME et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Article 2. Le fonds d'appui a pour objet d'apporter des assistances financières remboursables aux GIE et aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du coronavirus. Et puis, chapitre 5, dispositions diverses et finales, article 13, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée-Conakry le 29 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret portant création du fonds de garantie des prêts aux entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Chapitre 1, création. Article 1er. Il est créé un fonds de garantie des prêts aux entreprises en abrégé FGPESA en République de Guinée. Article 2. Le FGPESA est une société anonyme avec conseil d'administration dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de gestion. Chapitre 5, dispositions diverses et finales, article 22. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 29 mai 2020, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.